Le 5 mars 1988, le monde entier apprend que des émeutes ont éclaté à Lhasa au Tibet, une région autonome de la Chine. Bilan, 9 morts. Ces Chinois, presque comme les autres, nous avons pu les rencontrer grâce à l'obligeance des autorités de la République populaire de Chine, qui nous ont permis, au mois de mai dernier, de nous rendre au Tibet. Nous étions la première équipe de télévision officielle autorisée à filmer cette région, après ce que la presse chinoise appelle pudiquement les troubles. Le Tibet, l'une des régions les plus pauvres de la Chine, zone stratégique de première importance, a toujours été convoité par ses voisins. Par exemple, lancés de Lhasa, les missiles intercontinentaux pourraient atteindre l'Inde ou les autres régions de l'océan Indien. Ici, le bouddhisme tibétain enseigne que dans un monde infecté, non seulement par la maladie et la mort, mais également par les désirs et les frustrations, seul le renoncement matériel permet aux hommes d'échapper à la souffrance. Le confort, les biens matériels n'ont aucune importance. Il n'y a que la vie dans l'au-delà qui m'intéresse. J'espère que ma vie dépassera ce monde. J'espère me réincarner. C'est ainsi que, coupés du monde, les Tibétains passent leur vie à tourner des moulins à prière, comme au Moyen-Âge. Plongés dans un état de non-désir, ils psalmodient les mêmes phrases depuis des siècles. En 1950, tout bascule. Les troupes de Mao Zedong, la célèbre armée populaire de libération, entrent dans Lhasa. Son but, ramener le Tibet, qui fait partie, dit-elle, de la Chine depuis le 7e siècle, au sein de la mère patrie, et faire découvrir aux Tibétains les vertus du marxisme-léninisme et de la pensée Mao Zedong. J'étais le serviteur d'un riche marchand, j'étais porteur. C'était très dur de vivre à cette époque. J'allais à pied du Tibet jusqu'en Inde en portant des charges sur mon dos. Tous les vêtements que je possédais, je les avais sur moi. Je n'avais rien, même pas de couverture pour dormir, et j'étais obligé de mendier ma nourriture le long du chemin. Le Dalai Lama, il ne s'occupait pas de nous. C'était seulement un religieux. Il n'avait aucun pouvoir politique. Le pouvoir, il le confiait aux moines, aux lamas et aux nobles, qui, eux, décidaient de tout. Le peuple leur était soumis. Nous n'avions strictement qu'à obéir. La stratégie des communistes chinois est la même dans toutes les régions. Ils commencent par distribuer la terre aux paysans pauvres après l'avoir confisquée à ceux qui les exploitaient. Au Tibet, la terre appartenait aux monastères et aux nobles. La joie éclate à la campagne. Les communes populaires seront imposées plus tard. Rassuré, le Dalai Lama, qui s'était réfugié en Inde, revient dans son pays. Les Chinois construisent une route pour faciliter leur contact avec les Tibétains. Ils ne se doutent pas encore que le bouddhisme, fermement ancré dans le cœur des Tibétains depuis 15 siècles, résistera de toutes ses forces à la philosophie matérialiste issue de la Révolution d'octobre. Au Tibet, les jeunes acceptent plus facilement le marxisme-léninisme parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Pour les vieux, c'est plus difficile. L'adaptation est longue. Le marxisme est matérialiste, la religion, c'est tout le contraire. Elle est présente ici depuis tellement longtemps. Elle est devenue ainsi le centre de notre vie. Le marxisme est apparu au Tibet il y a 38 ans seulement. Maintenant que la liberté religieuse nous a été rendue par le gouvernement, nous la pratiquons de nouveau. La religion est toujours très forte ici. En 1959, les lamas se révoltent. Leurs terres ont été confisquées. La conception marxiste de l'éducation diffère totalement de la leur. Le Dalai Lama et de nombreux Tibétains choisissent l'exil. En 1966, la sinistre révolution culturelle atteint le Tibet.
Agitant leur Bible à eux, le petit livre rouge rédigé par Mao, les gardes rouges déferlent sur le pays en chantant « L'Orient est rouge ». Les temples sont détruits. Les lamas et les moines, qualifiés de démons, arrêtés, emprisonnés, torturés et massacrés. Mais malgré l'horreur, le bouddhisme résiste. Mao n'avait rien prévu de tel. En 1978, Deng Xiaoping reconnaît que la Chine n'aurait jamais dû s'attaquer à ce que les Tibétains ont de plus précieux, leur religion. Il fait marche arrière. Quelques temples sont reconstruits. Les monastères se repeuplent. De nouveau, les moines font appel à la générosité des passants. Le contrôle de naissance est annulé. Les prières des fidèles inscrits sur des mouchoirs et accrochés aux arbres ont sans doute été entendues. Les enfants qui rêvent de devenir lamas comme leurs aînés pourront passer leur vie à psalmodier. Au Tibet, comme partout en Chine, les communes populaires ont été démantelées. Mais ici, les Chinois ont fait mieux. Ils ont offert gratuitement la jouissance de la terre aux paysans pour toujours. Ils ont des crimes à se faire pardonner. Dans les années 60, ayant obligé les paysans à cultiver le riz qui ne pousse pas à cette altitude, ils avaient déclenché une famine qui avait fait des milliers de morts. Depuis 1978, ils construisent des écoles, des universités, des hôpitaux. Ils autorisent l'enseignement de la médecine traditionnelle tibétaine. Depuis juillet 1987, le tibétain est la langue officielle du pays. Toutes ces mesures sont destinées à faire comprendre aux Tibétains que l'indépendance du Tibet réclamée lors des émeutes ne résoudra pas les problèmes du pays. Des étudiants présentés par les responsables de l'université de Lhasa nous ont expliqué pourquoi. À mon avis, c'est seulement une petite poignée de gens qui demandent l'indépendance, mais ils n'ont aucune force. Il n'y aura aucun avantage à être indépendant, aucun avantage pour les Tibétains. Pour moi, les troubles du 5 mars, c'est la faute du Dalai Lama. Lui, il reste à l'étranger. Et ici, ses amis ont fomenté un complot. Ces gens-là ne représentent pas les 2 millions de Tibétains. Ils ne représentent pas les intérêts du peuple. Pas du tout. Mais pourquoi le Dalai Lama veut-il l'indépendance? Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Vous êtes croyant? Non. Vous êtes membre du Parti communiste? Oui, je viens d'adhérer. La version officielle des émeutes du 5 mars 1988, présentée à la télévision, met l'accent sur les dégâts matériels. Selon le présentateur de la télévision, les responsables seraient une poignée de scissionnistes commandités par le Dalai Lama qui auraient manœuvré de jeunes lamas innocents. Interrogés par nous, 2 de ces jeunes lamas arrêtés puis relâchés, sans doute intimidés par la présence de l'interprète, ont simplement murmuré qu'ils avaient manifesté pour avoir le droit de prier encore davantage. Laissant ces 2 lamas à leur prière, nous sommes allés plus loin. Dans une autre salle du monastère, nous avons découvert un moine qui parlait anglais. Vous savez, il y a eu des troubles ici le 5 mars dernier. Des lamas s'étaient révoltés. Ils demandaient l'indépendance. Qu'en pensez-vous? Je ne peux pas répondre. Vous comprenez, indépendance, cela se dit douli en chinois. Vous souhaitez l'indépendance du Tibet? Je ne peux pas répondre. Désolé. Le monastère du Jogkong à Lhasa
est le centre spirituel du Tibet. Depuis que Pékin les autorise à se déplacer à l'intérieur du pays, des milliers de pèlerins quittent leur ville ou leur village pour se rendre à Lhasa en se prosternant tout au long du parcours et en mendiant leur nourriture. Leur voyage dure des mois, parfois un an ou même 2. Ils arrivent à destination au bout de 100 000 prosternations. Les passants qui leur jettent des billets sur le chemin espèrent que ces hommes pieux prieront pour eux. Ici, l'avenir radieux promis par Marx ne fait pas le poids face au nirvana promis par Bouddha. Souvenez-vous de ce vieil homme qui n'avait pas de mots assez durs pour parler du Tibet de sa jeunesse. Si le Dalai Lama, qui est un Bouddha vivant, revient au Tibet, ce sera un grand bonheur pour nous tous. Et mon souhait le plus cher aujourd'hui, c'est de le voir même une seule fois avant de mourir. Si je n'avais qu'un vœu à faire, ce serait celui-là, le voir, et je pourrais mourir heureux. Au Tibet, l'enseignement du chinois est obligatoire dans toutes les écoles. Dans celles-ci, surtout destinées aux enfants de cadres, les écoliers tibétains sont dans une classe, les écoliers chinois dans une autre. En fait, les deux communautés s'ignorent tout en vivant côte à côte. Les croyances, les coutumes, la façon de s'habiller, tout les sépare. Dans 10 ans, devenus adultes, ces enfants tibétains seront-ils des Chinois comme les autres? Les autorités de la République populaire de Chine n'en doutent pas.